Le podcast que vous allez écouter est une collaboration entre First Print et les éditions 404 Graphiques. Nous avons le plaisir de vous proposer une interview de l'autrice Emma Rios à l'occasion de la sortie de son imposant roman graphique Anzuelo. Cette interview est doublée pour une fois en français et nous avons donc le plaisir de nous entretenir avec l'autrice autour de sa bande dessinée, mais nous revenons également sur son parcours afin que vous puissiez découvrir son travail. Si vous appréciez ce travail, n'hésitez pas à partager l'interview, d'autant plus qu'elle se montre beaucoup plus accessible que celle que nous proposons en VO. Et n'hésitez pas à parler de First Print autour de vous. Très bonne écoute à vous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Emma Rios. Alors nous allons parler de votre parcours et plus spécifiquement d'Anzuelo. Mais d'abord, comment allez-vous ? Je vais bien, je suis très heureuse de participer à un podcast en France et que l'album soit enfin disponible ici. Mon parcours a commencé dans la presse en Espagne. Je pense que je travaille dans les comics depuis l'âge de 15 ans. C'est une discipline que j'ai toujours appréciée. On a toujours eu des BD chez moi. J'ai même dû commencer à lire à travers les BD. Je suis ce genre de personne. C'est un langage qui m'est venu très naturellement et avec le temps, j'ai continué à lire même si je ne pensais pas que ça puisse être une vraie opportunité de carrière. Alors j'ai étudié dans un autre domaine, aussi dans l'artistique puisque c'était l'architecture, mais j'ai toujours continué à produire des comics, jusqu'à ce que une chance se présente il y a 17 ans. À l'époque, j'ai vu une opportunité de pénétrer sur le marché américain. À cette époque, je faisais tout moi-même, le dessin et l'écriture. Mais avec la barrière de la langue et le fait de vivre dans un pays étranger, c'est devenu plus difficile. Le secteur est plus hermétique quand vous voulez tout faire vous-même. Heureusement, l'art est un langage très universel, donc j'ai pu faire mes débuts sur place en tant que dessinatrice. Dans le mainstream, chez Marvel notamment, où je suis restée pendant 4 ans environ. Et je n'ai jamais eu à adapter mon style pour eux. Je pense que j'ai probablement utilisé cette période pour comprendre ce marché, ce qui m'a permis d'acquérir quelques astuces et aussi de profiter d'une bonne exposition d'un point de vue critique. Pour commencer à aller plus loin. C'est chez Marvel que j'ai rencontré Kelly Sue DeConnick, qui est plutôt connu. Vous savez, Captain Marvel, Beach Planet, etc. On s'est tout de suite très bien entendus. Nous avions travaillé ensemble sur un titre chez Marvel, Osborn. Une expérience amusante. C'était assez violent, l'intrigue se basait en prison. Et je trouvais le personnage de Norman Osborn plutôt rigolo. On s'est bien amusé et dès le second numéro, on savait qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Or, c'était aussi la période où beaucoup de gens commençaient à migrer vers Image Comics. Oui, c'était vers 2012-2013. Oui, ils allaient faire leur propre projet là-bas. C'était un moment assez important pour la communauté des artistes. Kelly Sue et moi sommes allés là-bas pour faire Pretty Deadly. Ce titre a bien fonctionné et je pense que c'est grâce à celui-ci que ma carrière a décollé. Grâce à ça, j'ai pu travailler ensuite sur d'autres plus petits projets et de revenir vers mes racines. En m'occupant à la fois du scénario et des dessins. Et comme Pretty Deadly fonctionnait bien, je m'en suis servi pour faire du chantage à mes éditeurs de l'époque chez Image. Je leur ai dit que j'accepterais de continuer à dessiner la série s'ils me laissaient développer tel roman graphique ou tel magazine de mon côté.
ou d'écrire le titre Mirror pour mon ami Hui Lim. Toutes ces choses m'ont mené ensuite vers Anzuelo. J'ai eu droit à beaucoup de liberté sur ce titre. Image Comics m'a beaucoup soutenu dans cette idée. Et tout ça vient aussi de mon amour de la discipline parce que, vous savez, je pense que j'en suis rendu à la moitié de ma carrière. Donc à ce stade, je voulais vraiment comprendre où j'en étais en tant que créatrice. Et avoir tous ces avantages m'a permis d'accoucher du livre dans les conditions que je souhaitais. Je peux dire avec certitude qu'Anzuelo me représente bien, en tant que personne, en tant qu'artiste. C'est un reflet parfait de ce que je peux faire actuellement. C'était très intéressant et j'aimerais revenir sur pas mal des choses que vous venez d'évoquer. Alors déjà, on va revenir au point de départ. Vous avez dit que vous aviez commencé à lire des bandes dessinées dès votre plus jeune âge. Qu'est-ce que vous lisiez et à quoi ressemblait le paysage des comics en Espagne à cette époque? Vous voulez dire à l'époque? Comment moi je m'y suis mis? Oui, c'est ça, vos influences, vos lectures de jeunesse. En Espagne, il existe une industrie des comics, mais c'est vrai que le marché reste très mixte. En réalité, j'ai plutôt grandi avec des titres de franco-belge. Astérix et Obélix, j'adorais ça, comme tous les enfants de France, j'imagine. J'ai aussi découvert les super-héros assez jeunes, mais la vraie catharsis, en ce qui me concerne, ça a été le moment où les mangas sont arrivés en Europe, dans les années 90. Je crois que je suis devenu une old taku, si vous voulez. Par exemple, lorsque j'ai découvert Akira chez un libraire, ça a été une vraie révélation. Parce que j'étais habitué à lire des trucs de super-héros, des mutants surtout. J'adorais les New Mutants de Bill Sienkiewicz. Donc ce n'est pas comme si j'avais des lectures particulièrement conventionnelles. J'aimais aussi beaucoup le Daredevil d'Ann Nocenti et d'autres trucs. Ah, c'était une bonne période pour les X-Men aussi. Oui, oui. Mais même si je travaille chez Image Comics aujourd'hui, je n'en lisais pas du tout à l'époque. Je n'aimais pas tellement l'univers de Jim Lee. J'étais plutôt attiré par Daredevil. En définitive, j'ai découvert Akira à l'âge de 14 ans. Et pour moi, c'était incroyable de se dire qu'on pouvait écrire des personnages de mon âge, des adolescents, dans des histoires pour adultes. Tout l'emballage était violent, anti-système, une forme de science-fiction complètement folle. Après ça, je me suis beaucoup intéressé à la science-fiction, au cyberpunk, à tous ces mangas qui débarquaient en Europe à l'époque, comme Appleseed ou Ghost in the Shell, les animés de cette catégorie. Les productions japonaises de la fin des années 80 et du début des années 90 ont eu un énorme impact sur moi. Ça a aussi été le cas des jeux vidéo, Metal Gear Solid, Final Fantasy, FF7 en particulier. Ces influences ont été très importantes sur mon imaginaire comme sur mon approche des histoires. Et bien sûr, sur mon dessin. Je me souviens d'avoir acheté l'artbook du premier film Ghost in the Shell à l'époque. C'était en un sens le manuel que j'ai utilisé pour apprendre à dessiner ou pour former un découpage. De la même façon, quand j'ai découvert l'adaptation d'Akira, que j'avais pu voir au cinéma avant d'acheter l'édition VHS, je me souviens qu'en Espagne, nous avions eu droit à une version spéciale qui était livrée avec un making-of. Et avec ce making-of, je me suis aperçu que la moindre image du film avait effectivement été dessinée à la main. Chaque image de ce projet. Et je m'étais dit que ce serait intéressant d'envisager une carrière dans ce genre de secteur. Ce qui m'a amené ensuite vers les comics.
Pourquoi avoir misé sur les comics, sur la bande dessinée et pas seulement sur l'illustration ou le concept art? Parce que les comics ne coûtent rien à fabriquer. Bien sûr, je ne parle pas de l'étape de la publication, je parle bien de ce que vous pouvez faire vous-même. Vous prenez un papier, un crayon, et c'est suffisant. Je me souviens quand j'avais 14 ans, c'était facile de produire des histoires de plusieurs dizaines de pages, toute seule, pour m'amuser. Et je ne me posais même pas la question d'écrire un script à l'époque. Il faut se rappeler que nous n'avions pas encore aussi facilement accès au web en ce temps-là. J'avais juste envie de dessiner, pas encore d'écrire, ou je ne savais pas dans quelle direction ça allait m'emmener. Et comme je lisais beaucoup et que ça me plaisait de dessiner, que je trouvais ça agréable, mon cerveau s'émerveillait de tout. Le but, c'était de mettre cet art en pratique, sans avoir d'attente particulière. Finalement, j'ai appris en autodidacte. Mais la chose que je préfère dans cette discipline, c'est de pouvoir tout faire moi-même, comme ça a été le cas avec Anzuelo. Écrire, dessiner. J'ai tendance à dire que je me suis mis à faire des comics parce que je n'avais envie de parler à personne. Je ne suis pas la personne la plus extravertie du monde. Mais quelque part, ça m'aide à exprimer certaines choses que je n'arrive pas forcément à verbaliser si j'ai la personne en face de moi. Enfin, je ne veux pas dire que je veux transmettre une idée. J'essaie surtout de me décharger des choses qui me trottent dans la tête. En partageant ça à travers une histoire, il arrive que je reçoive des retours de la part de gens qui ont lu et qui m'expliquent comment ils ont apprécié ou comment ils se sont connectés à des questions que j'ai mises en images. C'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. Et en comics, c'est ça qui fonctionne. Vous pouvez écrire avec une image. Vous pouvez impliquer quelqu'un dans une histoire. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis une grande fan de jeux vidéo. C'est un loisir qui a une grosse influence sur moi. C'est toujours le cas, surtout dans mon approche de la narration. De la même façon, je pense qu'une BD n'est jamais une œuvre finie. Elle ne prend fin que quand quelqu'un se met à la lire. C'est pour ça que j'ai tendance à voir ça comme une façon de communiquer avec les autres, en un sens. La façon que je préfère, en tout cas, et la plus récompensante. Avez-vous le souvenir d'à quel moment vous vous êtes dit que vous pourriez entamer une carrière professionnelle dans ce milieu? Oui, quand j'ai terminé ma carrière d'architecte. Environ 2 ans avant de commencer les comics, j'ai travaillé pendant 6 ans comme architecte. Et à ce moment-là, je faisais aussi des BD pour m'amuser. Des choses dans l'auto-édition, mais pas de quoi me faire remarquer à ce moment-là. Parce que la scène des fanzines est plutôt active en Espagne. Oui, je travaillais là-dedans, j'écrivais, je dessinais. Donc vous n'avez jamais vraiment abandonné les comics? Non, jamais, jamais. Je participais à l'édition, l'impression, le choix du papier, tout ce genre de choses. Lorsque j'étais dans l'architecture, ça m'intéressait beaucoup. Je suis encore en contact avec ce secteur, ça continue de me passionner. J'ai encore des amis dans ce secteur, je lis de la presse qui concerne ce sujet, mais ça a été un choc de découvrir la réalité du métier lorsque j'ai commencé là-dedans. Parce que je pensais que l'architecture était un milieu plus cérébral, plus proche de l'anthropologie ou du rapport direct avec les gens. Un peu comme écrire une histoire. C'était ça que j'avais en tête. Comme dans les comics, je pensais que l'idée était d'abord d'aider les gens, de leur apporter quelque chose dans la vie. Et puis bien sûr, il y avait la composition artistique, la création de bâtiments.
Mais lorsque j'ai terminé mes études, d'abord j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un que j'admirais dans le studio d'Alfonso Benella, au nord de l'Espagne. Quelqu'un de très talentueux, et ça m'a permis d'avoir mon propre studio avec 2 amis ensuite. Et pourtant, j'étais quand même très déprimé de la façon dont on devait interagir avec, vous savez, les politiciens, la logique qui nous était imposée. Et après 5 ans, c'était comme si ça m'écrasait. Ma personnalité ne semblait pas adaptée à ce milieu. Je devais changer trop de choses pour que les projets fonctionnent. Et puis, je continuais à penser aux comics, bien sûr, à monter mes propres idées. À l'époque, j'avais été remarqué par un scénariste important, Warren Ellis, sur son blog. Et ensuite, j'ai reçu une offre de la part de Boom Studio pour une mini-série, Hext. C'était à la fois tout petit et en même temps, on me proposait de me laisser faire ce que je voulais. Au final, c'était assez difficile parce que pour la première fois, mon travail allait être mis en couleur. Et je devais travailler vite. Je n'ai même pas eu le temps de faire les ancrages moi-même. Mais c'était tout de même intéressant à ce moment-là. J'ai compris que je ne me voyais pas poursuivre dans l'architecture pendant 10 ans. Et aussi, j'avais été invité à un programme artistique organisé par ASEF, une association qui se proposait de financer des artistes à la fois asiatiques et européens. Nous étions 16 lauréats et je faisais partie des personnes sélectionnées. C'est là que j'ai commencé à travailler avec Wei Lim, avec qui on a ensuite travaillé sur Mirror. Et ces 2 petites années au Japon, aux alentours de 2008-2009, ont été très importantes pour moi et ont participé à changer ma vie pour toujours. Avant même d'avoir terminé Hext, j'avais déjà reçu une offre de la part de Marvel. Donc ce sont eux qui vous ont contacté. Oui, ils m'ont contacté parce que le projet avait reçu de bonnes critiques. Et puis je comptais bouger vers Marvel à ce moment-là parce que Mark Waid faisait partie de l'équipe éditoriale chez Boom. Donc je l'ai retrouvé sur place et il a voulu travailler avec moi sur une histoire de Doctor Strange. Ce qui m'a permis de ne pas suivre la formule classique avec des numéros fill-in et autres. J'ai pu débuter tout de suite avec un projet assez important d'entrée de jeu et d'enchaîner avec des mini-séries. C'est agréable parce que Mark Waid était fantastique et j'ai aussi pu travailler avec Tom Brevoort, le doyen de chez Marvel, qui est là depuis tellement longtemps. Après Strange, on m'a rapidement déplacé vers les bureaux de l'éditeur Steve Walker. Il m'a beaucoup protégé en m'autorisant à développer ce que je voulais sans avoir besoin d'adapter mon style graphique. C'est le cas pour tous les gens de ce bureau. Marcos Martin, David Aja, tous ces gens avec un coup de crayon très identifié. C'était une superbe expérience et ensuite, ça a été l'heure de Pretty Deadly. J'avais fait quelques numéros de Captain Marvel avec Kelly Sue au début. Mais je pensais que ce ne serait pas une expérience de longue durée, que je ferais ça en attendant de revenir chez Marvel ou dans un autre environnement, parce que je ne pensais pas qu'un comics indépendant pouvait suffisamment fonctionner. Et finalement, on a eu cette chance. Et puis le fait d'habiter dans le nord de l'Espagne, de ne pas avoir d'enfants, m'a permis de gérer ma vie de la bonne façon pour continuer à travailler dans les comics. Et depuis, nous voilà. Est-ce que ça a été difficile de vous adapter à la façon de faire de Marvel ?
parce que vous étiez plus habitué des productions indépendantes avant, et même avec cette chance de ne pas avoir à toucher à votre style, vous devez tout de même vous accorder avec les délais, les contraintes de cohérence graphique, les costumes. Non, ce n'était pas difficile, c'était même plutôt amusant. Ce qui a été dur, c'était surtout d'avoir du travail sur le long terme. Par exemple, j'ai travaillé sur Cloak and Dagger, un projet qui nous tenait plutôt à cœur, mais qui n'a duré que 3 numéros. Et ça, c'était une sorte de pilote pour une série régulière éventuelle. On voulait continuer, mais l'éditeur ne nous y a pas autorisé, parce que les ventes n'étaient pas bonnes. C'est un peu la même chose pour Mark sur Doctor Strange. On voulait en faire une série régulière, mais ça s'est avéré difficile. Parce que vous savez, avec les plans pour le cinéma dans l'univers de Marvel Studios à ce moment-là, il se passait beaucoup de choses en interne. Les éditeurs se concentraient sur les Avengers et d'autres mini-séries étaient moins prioritaires. Au final, quand Disney a racheté Marvel, certains styles graphiques ont été plus difficiles à défendre. C'est aussi pour ça que j'ai fini par travailler sur Pretty Deadly, aussi pour afficher une autre image au sein de l'industrie. Pour prouver que je pouvais aussi faire mes propres créations originales à côté, entre les super-héros. Ça me paraissait la bonne approche à l'époque. Et en définitive, ce n'est que mon opinion, mais Marvel avait l'air de devenir de plus en plus hermétique. La compagnie s'intéressait davantage à des profils plus en vue. Mon coup de crayon n'était plus adapté aux objectifs de vente de séries comme les Avengers. Ça pouvait fonctionner, mais pour des séries plus spécifiques, et ça représentait un risque supérieur pour les éditeurs. Et puis, mon rythme de travail n'était pas adapté à une cadence mensuelle. Parce que vous savez, je lis énormément, je fais les choses dans mon coin. Pour des gros éditeurs comme Marvel et DC, ils ont envie de vous mettre à l'aise, parce qu'ils savent que c'est très difficile. Je me souviens que certains jours, je devais travailler pendant 10 heures d'affilée. Vous pouvez faire ça pendant une journée, mais si vous le faites tous les jours pendant des mois, vous finissez par faire un burn-out. C'était l'une des raisons qui m'a donné envie d'arrêter. Je voyais que mon style se retrouvait affecté par cette cadence. Or, je voulais au contraire m'améliorer et apprendre de nouvelles choses. En de rares occasions, j'ai demandé de l'aide à Alvaro Lopez, un encreur avec qui je travaillais de temps à autre, très talentueux parce que je savais que je n'allais pas tenir les délais. Mais je n'aime pas ça parce que les ancrages sont très importants de mon point de vue. Ce rythme avait fini par me faire souffrir. Parce que je pense être une artiste complète. Ça peut être amusant de collaborer avec d'autres personnes, mais j'ai tout de même besoin que le résultat soit le mien, au final. Donc oui, les journées de 10 heures, ce n'était plus possible. Est-ce que ça représente la même quantité de travail de produire un titre comme Pretty Deadly? Non, je m'étais autorisé davantage de place pour que les choses fonctionnent. Pour Anzuelo, ça a été très stressant. Le projet a mis tellement longtemps et certains problèmes sur les couleurs ont été difficiles à régler. Sur les 3 derniers mois, oui, j'étais sous l'eau pour terminer et j'ai été obligé de faire des grosses journées. Mais en général, j'essaie de ne jamais travailler plus de 7 heures par jour. Ce qui est déjà pas mal, oui. Oui, j'essaie d'aller faire du sport, de prendre l'air, d'aller prendre un café.
Alors parlons d'Anzuelo. Comment décririez-vous les origines de ce projet? La mer a toujours eu une importance particulière pour moi. Elle est présente dans tous les jours de ma vie. Donc je pense que j'avais besoin d'écrire une déclaration d'amour sur ce sujet. Lorsque je travaillais sur Mirror ou Pretty Deadly, j'avais déjà ce projet en tête. Ça remonte donc à très longtemps. J'ai enfin trouvé le temps de m'y mettre lorsque l'on a terminé Pretty Deadly, avec le 3e volume, The Rat. Je sortais alors de 2 collaborations avec Huey et Kelly Sue. Il me fallait donc un petit espace de respiration pour un projet plus personnel. Et j'avais des économies, j'étais dans une bonne situation. Ça me paraissait donc le bon moment de tenter quelque chose de plus ambitieux. Comme pour montrer là où j'en étais dans ma carrière en tant qu'artiste. Au départ, je pensais faire une série d'horreur maritime même. Quelque chose de plus classique, un huis clos sur un bateau dans lequel les personnages auraient pu interagir à propos de leur environnement et de l'environnement marin. J'ai attaqué les recherches en allant moi-même me promener en bateau une fois ou deux. Et au final, ce que j'ai le plus apprécié, c'était ce sentiment d'isolement et d'intimité une fois en mer. Et ça m'a surpris, parce que j'avais déjà navigué, mais pas forcément en étudiant mes sentiments à bord. J'ai dû passer 4 nuits de voyage sans qu'on ait eu besoin de s'arrêter ou de croiser une tempête. Et alors à la fois j'ai eu un peu peur, mais dans le même temps, j'ai pu prendre des notes, tenter de comprendre comment exprimer les sentiments que je recherchais dans une intrigue exclusivement basée sur un bateau. Le sentiment de ne plus avoir de rivage. De ne plus voir la terre à vue d'œil quand la ligne d'horizon du ciel se mélange à celle de l'océan. Toute cette lumière argentée à la fois tellement romantique et tellement terrifiante. En définitive, j'ai fini par m'intéresser davantage à ces éléments qu'à l'épouvante elle-même. À l'étude d'une atmosphère qui pouvait paraître à la fois magique, insulaire, mais aussi bienveillante et très romantique. Et aussi, je me suis intéressé à l'idée d'une dystopie. La mer est un phénomène qui est tombé sur le monde. Et ensuite? Alors, en travaillant sur tous ces éléments, notre dystopie bien réelle m'est tombée dessus avec le coronavirus. Au moment où j'écrivais, où je dessinais, en dehors des murs de ma maison, des gens étaient en train de mourir de la pandémie. Toute la première version du projet, basée dans l'horreur, a finalement évolué dans une recherche de quelque chose de plus lumineux, d'une lueur d'espoir pour moi comme pour les personnages. C'est pour ça que l'album comprend encore quelques éléments du registre. Mais ce n'est pas une histoire d'horreur. Non, les ingrédients sont là, mais ce n'est pas une tessiture d'horreur. Parce que je voulais un rythme différent, plus lent, plus doux. J'étais parti à la recherche d'une histoire immersive, comme dans un jeu vidéo, parce que c'est ce que j'aime. L'objectif était donc plutôt de travailler sur les atmosphères et la façon dont les personnages interagissent avec ces atmosphères. À mon sens, ça pourrait être un comics d'horreur environnementale.
raconté du point de vue de 3 enfants particulièrement empathiques, gentils, qui ne veulent pas tomber dans la violence. Qui cherchent à rester ancrés dans ce qu'ils étaient avant la catastrophe. C'est de ça dont je suis parti. Anzuelo représente la façon dont j'ai traversé la période de la pandémie, lorsque j'ai perdu moi-même plusieurs membres de ma famille. C'est à la fois un projet très personnel qui, en un sens, m'a aidé, mais dans le même temps, ça a demandé beaucoup d'efforts et de travail, ce qui a été extrêmement difficile. C'est un peu le reflet d'un moment donné particulier de ma vie. Aujourd'hui, j'ai tendance à le voir comme un moment isolé de ce qui s'est passé il y a 3 ans et demi ou 4 ans, comme la photographie d'un gros morceau important de mon existence. Est-ce que ça a été difficile de changer votre approche du dessin pour ce projet parce que vous ne travaillez qu'à l'aquarelle sur Anzuelo et on imagine que ça peut être un challenge sur un album de 300 pages? Disons que ce n'est pas la même chose entre la page 1 et la page 300. Oui, ça a été difficile. Dans cette idée de recherche des atmosphères, d'une histoire très spéciale, la première chose que vous imaginez en pensant à Anzuelo, ce sera forcément la couleur. Le rendu de telle image, la situation, l'aquarelle. Puis l'eau est un élément important de l'album, donc c'était logique. Dans le même temps, l'horreur était aussi un sujet fondamental et le fond du projet est effectivement très sombre. Même si, en même temps, les personnages sont plus tendres. Donc la couleur de l'aquarelle, sa douceur, a aidé, je pense, à ce que l'histoire représente bien le point de vue des enfants sur cette histoire. Et avec cette palette, j'avais aussi la possibilité de créer un contraste avec des éléments plus difficiles. Des couleurs très rouges, très vives, qui explosent pour la violence. Parce que c'est quelque chose qui apparaît d'une manière très particulière dans l'album. C'était difficile parce que même si j'avais déjà utilisé cette technique dans Mirror, je n'avais jamais vraiment plongé dedans à ce niveau. C'est ce qui m'a poussé à expérimenter, à faire des tests sur le choix du papier, de la peinture, des pinceaux. Et à chaque fois que j'utilisais un nouveau papier, la technique devait s'adapter. J'ai fini par trouver le support idéal, mais ça n'est arrivé qu'au milieu du processus créatif, entre les pages 140 et 200. Il a donc fallu beaucoup apprendre en chemin. Et je sais que beaucoup de gens s'amusent à noter les différences entre le début et la fin, et j'ai tendance à leur répondre que c'est quelque chose que tout le monde trouve très amusant, sauf la personne qui a produit l'album. Une fois le travail terminé, j'ai eu très peur parce que je voyais une telle différence entre les planches. Et je ne pouvais pas laisser partir le projet à l'impression comme ça, je voulais le corriger, affiner le résultat. Jusqu'au moment où mes amis m'ont convaincu qu'il fallait que j'arrête, que je ne pouvais pas travailler dessus éternellement, que ça faisait 4 ans et qu'il fallait tourner cette page. Mais maintenant, quand je le vois, je suis en paix avec. Je pense que c'est un bel objet, en particulier l'édition française qui est magnifique. L'album est plus grand, le papier est un peu différent. L'impression est fascinante. Quand je le vois, je me demande comment j'ai réussi à faire tout ça. Même en feuilletant, je me pose encore la question. C'était tellement formidable d'avoir opté pour cette technique, mais maintenant je vais sans doute prendre une pause. Je dis souvent aux gens que mon prochain album sera en noir et blanc.
Les aquarelles font partie de ma vie aujourd'hui, mais ça reste quelque chose de très exigeant. Et c'est difficile de se dire que je n'ai fait qu'effleurer la surface. Parce que peindre en aquarelle, ce n'est pas la même chose quand on produit un paysage et qu'il faut en faire encore un autre, et puis un autre. Surtout pour des planches de 5 à 10 cases. Il fallait peindre à chaque fois, trouver comment ne pas me blesser le bras sur une surface plane à 45 degrés d'angle. Mais ça valait le coup au final. C'est une histoire qui nous emmène en compagnie de 3 personnages qui doivent s'adapter à un monde en pleine transition. Beaucoup de choses se produisent. On a l'impression que vous aviez aussi envie que le lecteur se sente submergé par l'état de ce nouvel environnement, comme s'il devait aussi s'adapter au fur et à mesure de la lecture. On en revient à cette logique de jeu vidéo. Je voulais que le projet soit immersif, et donc distiller les informations à propos de ce que les personnages doivent savoir de l'histoire. C'est évoqué dans les cases de narration qui sont là pour livrer ces informations. Elles sont là pour le lecteur, mais aussi pour les personnages. On reste dans cette zone de mystère qui nous oblige à penser comme les personnages principaux. Je ne voulais pas tout expliquer, mais créer plutôt cet espace de confusion pour que les gens deviennent complices de cette histoire et fabriquent eux-mêmes le sens de certaines choses. Pas dans la logique d'une mystery box parce que je n'apprécie pas forcément ce genre de récit, mais plutôt dans l'idée de comprendre et d'accompagner les héros, de marcher main dans la main avec eux pour appréhender la survie, la découverte de cet univers et comment poser un regard sur ce monde en tant qu'être humain. C'était l'idée générale du projet. Je repense à cette phrase marquante que l'un des personnages prononce si on ne parvient pas à mourir, il faut que l'on apprenne à vivre mieux. Yes, because it's like the book works with a cycle of returning somehow. L'album fonctionne comme un cycle de recommencement en quelque sorte. Je ne veux pas spoiler l'intrigue, mais tout marche sur 3 degrés de compréhension, avec la partie sous l'eau, la partie à la surface et puis le ciel. Et ces 3 parties représentent les personnages. Lucio représente le monde sous-marin, Numero le monde sur le bateau et Isma le ciel. Donc tout le cycle de l'eau et de la pluie. Lucio essaie de comprendre comment marche ce nouveau monde, comment ils peuvent survivre au pouvoir de la mer sans perdre ce qu'ils sont de leur humanité. De rester des êtres humains ou autre chose, et l'idée est de ne pas nommer les faits précisément. C'est difficile d'en parler sans spoiler. Mais on va dire que c'est difficile pour eux de mourir. Et c'est difficile de parler de suicide parce que le fait de vouloir trouver une porte de sortie, de quitter la vie, ce n'est pas aussi simple que ce que les gens pensent. Surtout dans une situation comme celle qui est présentée ici. C'est difficile d'en parler, mais c'est vrai qu'il existe des gens qui ne seraient pas capables de vivre ça, qui préféreraient en finir. Dans Nzuelo, le fait d'évoquer la difficulté de mourir était ma façon de poser une réflexion sur ce sujet très sombre. Si quelqu'un tente de se suicider et qu'il n'y arrive pas, il se retrouve dans une situation pire encore. Donc oui, si on ne peut pas mourir, il faut apprendre à vivre mieux. C'est le sentiment que ces personnages traversent. Ce qui sonne aussi comme un appel au changement plus général.
Oui, bien sûr. Parce que le projet parle aussi de la recherche d'une réparation. C'est un peu comme Nausicaa, le manga. Parce que dans Nausicaa, le film, on parle de comment vivre avec la nature. Mais dans le manga, on parle plutôt de pourquoi la nature n'est pas adaptée aux humains. Parce que la nature est propre et que les humains sont la saleté. Donc l'idée, c'était que même si notre espèce s'éteint, nous pouvons tout de même compter les uns sur les autres, prendre soin des uns des autres et trouver quelques derniers moments de joie ensemble. Et c'est le propos de cet album. Très bien, merci beaucoup Emma de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous.